Le Hawaiian Punch semble avoir toujours existé. C'est rouge, c'est sucré, ça a vaguement le goût de fruits, un peu comme une bougie appelée Évasion tropicale sans le fruit. Tu l'as probablement bu dans un gobelet à la cantine sans jamais te demander « mais qu'est-ce que c'est ce truc ?» Bonne nouvelle, aujourd'hui on découvre comment un nappage pour glace est devenu une boisson de déjeuner pour enfants. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne Weird History Food et dis-nous en commentaire quelle boisson du déjeuner tu veux découvrir. D'accord, maintenant, prends une paille flexible parce qu'il est temps de se mettre au travail. Le Hawaiian Punch a vu le jour en 1934 sous le nom radicalement inattendu de Leo's Hawaiian Punch. C'est fou tout ce qu'ils ont fait pour changer ce nom, non ? Mais contrairement à ce que vos souvenirs d'enfance pourraient m'en suggérer, le Leo's Hawaiian Punch n'était pas une boisson. C'était un nappage pour glace, plus précisément un concentré de fruits épais et sirupeux conçu pour être versé sur des coupes glacées. Il était vendu uniquement aux glaciers et fontaines à soda, présenté dans de grandes bonbonnes en verre, jamais dans des boîtes à lunch. Le Hawaiian Punch de Leo a été créé dans un garage à Fullerton, en Californie, par 3 hommes, Ralph Harrison, Tom Yates et A.W. Leo. C'est exact, Leo était un nom de famille, mais vous ne vous y attendiez pas de toute façon. Ensemble, ils dirigeaient une entreprise nommée Pacific Citrus Products Company. Mon Dieu, ces gars savaient se manier les mots. La recette originale du Hawaiian Punch de Leo contenait 5 jus de fruits: orange, ananas, fruits de la passion, goyave et papaye. Tous étaient importés d'Hawaï. C'est sûrement de là que nos créateurs ont tiré le nom. On est fiers d'eux, car leur première idée s'appelait sûrement le sirop multifruits, importé du garage de Léo. En 1938, ils ont breveté la recette, verrouillant officiellement la propriété intellectuelle de ce qui était essentiellement de la lave de sucre aromatisée aux fruits tropicaux. Et encore une fois, ce truc n'était pas censé être bu, peu importe, le fait était que les humains sont des créatures curieuses. Et finalement, quelqu'un a regardé cette cruche de sirop rouge néon et s'est dit « et si on ajoutait de l'eau ?» Effectivement, les gens ont dilué le nappage avec de l'eau et découvert que cela donnait une excellente boisson. C'est ça, ces accros au sucre diluaient leur nappage pour glace avec de l'eau afin de pouvoir le boire comme une boisson. Ce n'était certainement pas sain ni subtil, mais c'était bon. Et c'est souvent tout ce dont l'Amérique a vraiment besoin. Avant que le Hawaiian Punch ne devienne une boisson, une marque ou un cauchemar dentaire d'enfance, il existait dans un écosystème très particulier. Dans les années 1930, les fontaines à soda américaines étaient comptées des lieux de rencontre, pas seulement pour prendre un dessert. Les ados traînaient en là-bas, les adultes flirtaient, des histoires d'amour naissaient et mouraient autour de phosphates et de coupes glacées. Ou du moins, c'est ce que Mickey Rooney veut nous faire croire. Le punch hawaïen de Leo était donc parfait pour l'époque. Les glaciers et les fontaines à soda cherchaient sans cesse de nouvelles saveurs, de nouvelles couleurs et de nouveaux trucs pour se démarquer, et ce sirop offrait les 3. Ce n'était pas seulement sucré, c'était vraiment tropical, à une époque où la plupart des Américains n'avaient en fait jamais visité Hawaï et voyaient dans l'ananas comme un luxe exotique. Rappelez-vous, ce truc était tellement épais qu'il sortait à peine de la bouteille. Il recouvrait la glace comme une sauce au chocolat et tachait tout ce qu'il touchait d'un rouge éclatant et suspect, ce qui, sans le vouloir, en faisait un excellent outil de marque. Voir du Hawaiian Punch une fois suffisait pour s'en souvenir, sûrement parce que ça avait ruiné ton pantalon beige. Ce qui est si fou, c'est que la découverte du Hawaiian Punch comme boisson n'était pas une innovation soigneusement planifiée dans un laboratoire ou un garage. C'était un chaos causé par les clients. Une personne l'a dilué, puis une autre aussi. Soudainement, les glaciers et les fontaines à soda le servaient indiscrètement comme boisson, probablement sans le dire aux gars qui l'avaient inventé, et Dieu merci pour ça, parce qu'on ne sait pas comment ils auraient essayé de l'appeler de toute façon. Tout ça est parfaitement typique de l'histoire culinaire américaine. Comme, oups, les gens préfèrent l'erreur comme ça. Ce garage à Fullerton n'a pas seulement créé un nappage, il a créé une faille. Et une fois que Reuben P. Hughes a racheté l'entreprise, cette faille est devenue tout le modèle économique. En 1946, l'histoire de Hawaiian Punch prend un tournant lorsque l'homme d'affaires Reuben P. Hughes rachète l'entreprise et Hughes se rend immédiatement compte de quelque chose d'important. Ce produit n'a pas besoin de glace, alors il rebaptise le produit et commence à vendre la base de Hawaiian Punch directement aux consommateurs, dans des contenants en verre d'1/4 litre.
Avant, il fallait le diluer soi-même, mais maintenant c'est une boisson officielle, plus seulement un accompagnement de dessert. En 1950, le Hawaiian Punch évolue encore et se présente désormais dans des boîtes de 46 onces prêtes à servir. C'est bien ça, le Hawaiian Punch. Ça se vendait dans une boîte, une grosse, comme pour la soupe, ce qui, honnêtement, semble approprié pour quelque chose d'aussi épais. En 1954, la marque a lancé sa deuxième saveur, Jaune Soleil, et à ce moment-là, la saveur rouge originale a été renommée rétroactivement Rosy Soleil. La jaune, c'était essentiellement la Rosy sans jus d'orange, colorée en jaune au lieu de rouge. Même fille, police différente. À cette époque, ils ont aussi ajouté un 6e fruit à la formule de la Rosy, de la purée d'abricot. C'était important car si Hawaiian Punch manquait de quelque chose, c'était de clarté sur sa vraie saveur. En 1955, Hawaiian Punch était disponible en concentré surgelé et à ce moment-là, c'était devenu une marque nationale, passant de garniture pour crème glacée à un incontournable du rayon surgelé. En seulement 2 décennies, puis en 1962, Hawaiian Punch a connu sa transformation la plus inattendue de toutes. Elle a été achetée par la société de tabac R.J. Reynolds. Et c'est là que les choses prennent une tournure inquiétante. Une chose que Hawaiian Punch a comprise très tôt, bien avant que les compagnies de tabac ne mettent leurs sales petites mains là-dedans, c'était le pouvoir de la couleur. En fermant les yeux et en goûtant le Hawaiian Punch, il est difficile d'identifier un fruit précis. Mais si vous ouvrez les yeux, oh, c'est rouge, très rouge. Les scientifiques de l'alimentation et les marketeurs savent que la couleur influence la perception des saveurs, et Hawaiian Punch l'a bien exploité. Rosy Rouge n'avait pas seulement l'air fruité, il semblait amusant et excitant, un choix évident pour les enfants face au vieux jus d'orange ennuyeux. Jaune Soleil faisait partie de la même logique. Il ne s'agissait pas de diversité nutritionnelle ou de nuances de saveurs, il s'agissait de variété visuelle, une couleur différente, la même montée de sucre, peu importe le goût. Et cela comptait plus qu'on ne le pense. Parce que le Hawaiian Punch n'était pas vendu pour la santé, le goût ou quoi que ce soit d'autre, il était vendu pour l'ambiance. Une ambiance tropicale, une ambiance de vacances. Suis-je à Hawaï ou est-ce juste l'ambiance de ma cuisine ? Cela explique aussi pourquoi le Hawaiian Punch a gardé les colorants artificiels, même quand le vrai jus est devenu plus accessible. Le jus naturel le sépare, le fait brunir, l'oxyde, il a l'air naturel et honnête. Le Hawaiian Punch vendait du rêve et du rêve. Historiquement, il paraît mieux en rouge et il paraît mieux sous l'éclairage fluorescent des magasins quand il est coloré à l'extrême. Quand R.J. Reynolds a acquis Hawaiian Punch, il était principalement commercialisé comme un mélangeur de cocktails, quelque chose que vous versiez dans du rhum, de la vodka ou autre. Ton oncle en servait dans des gobelets tiki en bois à sa fête de divorce sur le thème Luau. Mais RJR ne voulait pas que Hawaiian Punch soit un produit adulte de niche, il voulait donc le vendre aux enfants. Pourquoi ? Dans les années 1960 et 1970, les compagnies de cigarettes étaient de plus en plus surveillées pour les effets du tabac sur la santé. Vendre de la nicotine aux enfants devenait, un gros interdit, non ? Les compagnies de tabac ont donc fait comme toute entreprise éthique. Elles ont ajouté du sucre. Selon des reportages repris par le New York Post, les cigarettiers ont ciblé les boissons gazeuses après le durcissement des lois sur le tabac, et RJR disposait d'un atout majeur. Ils savèrent déjà comment vendre des produits addictifs. Ils ont appliqué directement les stratégies de marketing des cigarettes à Hawaiian Punch. Couleurs vives, saveurs audacieuses, mascotte et un ciblage incessant des femmes au foyer et des enfants. Voici Punchy, la mascotte de dessin animé qui adorait donner des coups de poing au visage des gens en criant « Que diriez-vous d'un bon Hawaiian Punch ?» Il est devenu le visage de la marque au début des années 1960. Il y a un certain débat pour savoir si Punchy existait avant que RJR ne prenne complètement le contrôle, mais grâce à Reynolds, il est devenu incontournable. Punchy était pour Hawaiian Punch ce que Joe Camel était pour les cigarettes Camel, un personnage de dessin animé sympathique qui n'existait absolument pas pour les adultes. Et RJR n'était pas le seul. Philip Morris International, propriétaire des cigarettes Marlboro, a suivi une voie similaire en achetant Kool-Aid en 1985 et en créant finalement le Kool-Aid Man, qui était en quelque sorte l'équivalent du Marlboro Man. Si vous étiez une carafe consciente de liquide rouge, ce n'était pas subtil. Bref. En 1973, RJR a lancé le punch hawaïen en poudre, le rendant moins cher, stable à température ambiante et encore plus facile à faire consommer massivement aux enfants américains. Selon des documents internes de l'entreprise,
Des années plus tard, les fabricants de cigarettes ont utilisé dans les boissons pour enfants les mêmes arômes chimiques que dans les produits du tabac aromatisé, comme la cerise et la pomme. L'objectif déclaré selon un rapport de 1985 était de laisser les gens en redemander, ce qui est, mine de rien, inquiétant. Ils ont même réalisé des tests de goût sur des enfants, en expérimentant différents niveaux de sucre, de couleur et de profil de saveur pour déterminer quelle combinaison plaisait le plus aux enfants. En 1983, Hawaiian Punch a contribué à lancer la brique de jus, et les ventes ont augmenté de 34% presque immédiatement. Soyons honnêtes, ces boîtes de 46 onces étaient trop grandes pour leurs petites mains. Il leur fallait un distributeur de sucre portable avec paille, spécialement conçu pour les enfants. Mission accomplie, la brique de jus était bien plus qu'une innovation d'emballage, un coup de génie marketing. Avant les briques de jus, les boissons étaient servies dans des verres, canettes ou bouteilles, pensées pour les adultes, partagées et contrôlées par les parents. La brique de jus a changé cela en créant une boisson à portions individuelles conçue exclusivement pour les enfants, et la paille comptait plus que vous ne le pensez. Contrairement aux bouteilles ou canettes, les pailles incitent à boire continuellement, prolongeant l'exposition au sucre et à l'acide. On ne finit pas une brique de jus d'un coup, on la déguste lentement. Parfois pendant tout le déjeuner, parfois dans le bus du retour, parfois jusqu'à ce que le fond détrempé s'effondre et que tes mains restent collantes et rouges à jamais. D'un point de vue marketing, c'était parfait. Portable, bon marché, coloré, jetable, et surtout quelque chose que les enfants pouvaient ouvrir eux-mêmes, sans avoir besoin de la permission d'un adulte. Cette stratégie de marketing reflète presque exactement celle des cigarettes. Réfléchis-y. D'abord, il y a la fixation orale. Fantastique. Buvez une longue gorgée de cette boisson aux fruits, les enfants. Ensuite, regardons Joe Camel. Il n'était pas seulement une mascotte. Il représentait l'autonomie, le style, l'indépendance. Les briques de jus Hawaiian Punch tenaient une promesse semblable, mais avec moins de procès. Les tests internes se focalisaient obsessionnellement sur la sensation en bouche, la douceur, les courbes et l'arrière-goût, car RJR avait déjà compris un élément crucial. La première gorgée attire l'attention, mais la dernière gorgée détermine si quelqu'un en veut une autre. Et il n'était même pas timide à ce sujet. Le but n'a jamais été l'hydratation, ni la nutrition, mais la création d'une habitude. Si vous trouvez que tout cela semble un peu sinistre, vous avez raison, ça l'était un peu, et le punch hawaïen n'était pas unique. C'était simplement l'un des exemples les plus réussis d'une industrie entière passant de la nicotine au sucre et appliquant exactement le même plan très efficace. Ainsi, le produit a non seulement survécu aux changements culturels, mais aussi prospéré, notamment dans les cantines et les fêtes d'anniversaire dans les jardins. Alors, à quel point le Hawaiian Punch est-il mauvais en réalité ? Commençons par le sucre. Une portion standard de 8 onces de Hawaiian Punch contient des quantités similaires de sucre. Comme tôle par exemple, le jus de pomme, il contient peu ou pas de fibres, de protéines ou de vitamines pour équilibrer le tout, donc sur le plan nutritionnel, il se rapproche plus d'un soda que d'un jus. Ensuite, il y a les colorants artificiels, y compris le rouge 40 qui a été associé au cancer et, dans certaines études, à des problèmes de comportement chez les enfants. Bien que la recherche soit toujours en cours et fasse l'objet de débats. La boisson est également très acide, ce qui peut contribuer à l'érosion de l'émail des dents, surtout lorsqu'elle est consommée régulièrement. Ou buvez lentement toute la journée à l'école. Et n'oublions pas que plusieurs organisations de santé ont souligné le lien entre les boissons sucrées et l'obésité infantile. Le Hawaiian Punch est souvent donné comme exemple d'une boisson qui paraît être un jus, mais n'en est pas sur le plan nutritionnel, ce qui pose problème. C'est un cosplay sur le thème des fruits. Donc, si le Hawaiian Punch est nutritionnellement inférieur, fortement transformé et historiquement douteux, pourquoi existe-t-il encore ? Parce que la nostalgie est une sacrée drogue. Pour beaucoup d'adultes, le Hawaiian Punch n'est pas une boisson, c'est un souvenir. Les fêtes d'anniversaire, les déjeuners à l'école, les après-midi d'été où les règles étaient en plus souples et le sucre illimité, et les entreprises alimentaires savent que la nostalgie ne se soucie pas des étiquettes d'ingrédients ou des informations nutritionnelles. Le prix compte aussi, le Hawaiian Punch est peu coûteux à produire, transporter et vendre. Pas besoin de réfrigération ni de chaîne d'approvisionnement complexe en fruits, seulement de la poudre, de l'eau, du colorant et du marketing. Cela le rend incroyablement résistant, surtout sur les marchés à faible revenu où l'accès aux jus frais n'est pas toujours pratique ou abordable. Bien que les parents soient plus attentifs aux étiquettes, les enfants réagissent toujours de la même manière. Il y a toujours des couleurs vives, des saveurs sucrées et un emballage semblant conçu pour eux. Le Hawaiian Punch s'est adapté juste assez pour survivre à de nouvelles saveurs, de nouveaux formats, un marketing plus discret, sans jamais changer fondamentalement ce qu'il est.
C'est, et ça a toujours été, un dessert qui fait semblant d'être une boisson hydratante. Aujourd'hui, Hawaiian Punch appartient à Keurig Dr Pepper, après être passé entre plusieurs mains d'entreprises depuis ses origines à l'époque du tabac. Il existe maintenant des dizaines de saveurs, allant du fruit classique, rouge juteux, à des variétés franchement douteuses comme baie, typhon bleu. On le trouve en bouteille, en canette, en sachet, en boîte et, oui, même en poudre. Il concurrence surtout des marques comme Kool-Aid, Capri Sun et d'autres boissons fruitées sucrées, même si sa part de marché baisse car les parents surveillent davantage les étiquettes. Malgré tout, Hawaiian Punch reste une boisson emblématique dans la culture et son héritage est complexe. C'est le moins qu'on puisse dire, car au final, Hawaiian Punch reste ce qu'il a toujours été, un nappage sucré pour crème glacée qui se fait passer pour un punch aux fruits. Popularisé, industrialisé et promu auprès des enfants par une entreprise de tabac cherchant à vendre un produit nouveau et addictif. Ce qui en fait, honnêtement, l'une des histoires alimentaires les plus américaines. Alors, la prochaine fois que vous verrez du Hawaiian Punch au supermarché, rappelez-vous, ce n'est ni hawaïen ni un punch. Ce n'est sûrement pas à mettre dans une boîte à lunch, surtout selon votre dentiste. Et vous, avez-vous bu du Hawaiian Punch en grandissant ? Partagez-le en commentaire. Profitez-en pour découvrir d'autres vidéos de Weird History Food.